Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du club. Avec nous ce soir, Julie Rosselin. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Et Reda Aleli, bonsoir Reda. Bonsoir. C'est une blague. Donc les amis, bien sûr, vous voulez que je vous donne mon lancement d'émission que j'ai préparé avant ces résultats, avant cette véritable coup de tonnerre du Barça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors j'ai dit, Liverpool et le Barça ont fait le travail lors des matchs allés et donc ils ont confirmé. Ils devraient être rejoints par le Real Madrid et aussi l'équipe du Bayern de Munich. J'avais tout faux. En fait, à chaque fois que j'essaie de prendre de l'avance au niveau de mon boulot, au niveau des émissions, ça foire. Le FC Barcelone a chuté et c'est un véritable coup de tonnerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Barça éliminé. Donc sorti de cette Ligue des Champions par l'AS Rome dans un Stadio Olimpico en fusion. Défaite 3-0 des coéquipiers de Lionel Messi. Dans le même temps, Liverpool a tenu bien sûr tête à Manchester City en déplacement. L'équipe de Liverpool qui se qualifie après avoir battu la formation de City 2-1. Est-ce qu'on s'attendait? Alors, franchement, depuis le début de la semaine dernière, quand le match qu'on voulait voir, le match que tout le monde voulait voir, c'était bien entendu City contre Liverpool. Moi-même, City contre Liverpool, j'ai commencé par regarder ça et au fur et à mesure que le temps avançait, tout le monde a basculé vers le Stadio Olimpico Reda. Oui, bien sûr, parce que tu parlais de ton lancement, celui que tu avais prévu. Ouais. C'était évident qu'avec 3 buts d'avance, on n'allait pas se retrouver avec du suspense au match retour. Il y a eu non seulement du suspense, mais même une surprise. C'est-à-dire que ce retournement de situation, personne ne l'a vu venir. Il faut aujourd'hui, avant de rentrer dans les matchs, ouvrir grand les bras à cette invité surprise qui s'appelle le suspense. Et admettre que le football a ce côté magique. Et j'espère vraiment que ce qui s'est passé aujourd'hui ne va pas conduire les hautes instances du football à limiter le risque en nous fabriquant une formule. Les surprises n'existent pas. Parce que sincèrement, ça fait depuis 6 mois qu'on attend ce genre de match et on n'a pas été déçus aujourd'hui. Et voilà, donc je ne m'attendais pas plus que toi en fait. Voilà, le Barça sonnait, mais finalement, au vu des 2 matchs, que ce soit le match aller, parce que le 4-1 ne reflétait pas du tout la physionomie du match aller au Camp Nou, et même ce match retour, il y a eu 10 tirs de l'AS Rome, ne serait-ce qu'en première période face au FC Barcelone, c'est un record. C'est vraiment mérité, le Barça a été un peu stone ce soir. D'un point de vue très personnel, j'aimerais d'abord m'arrêter sur le fait que tu m'as fait présenter cette émission le soir de l'élimination du Paris Saint-Germain et qu'à l'intérieur de mon corps en ce moment, c'est une sorte de bal populaire, tellement je suis contente que tu aies à présenter cette émission, puisque je pense que toi, à l'intérieur de ton corps, c'est une sorte de début d'enterrement, forcément. J'aurais pas Donc, déjà, une sorte, pas pu te filer le bébé, là, il n'y avait pas beaucoup de temps quand même. Sinon, j'aurais pu prétexter une maladie, une grippe, je sais pas, une foulure, n'importe quoi, mais là, j'avais pas trop le temps. Et je suis sûre que tu aurais pu le faire, en effet. La vérité, c'est que oui, effectivement, sur ce match-là, c'est complètement mérité. C'est vrai que le match aller, le score a été surgonflé au vu d'une très bonne prestation de la Roma, mais c'est un peu ce que je disais avec toi dans la voiture en arrivant ici, c'est que j'ai l'impression, en fait, pardon du coup de revenir sur ça, mais que depuis la remontada, il y a quand même un truc qui se passe et qui fait que ces scores allés qui avant étaient un petit peu des baromètres et avaient réglé la chose, c'est-à-dire qu'à l'aller, on avait un peu réglé 2-0, c'est plus rattrapable, 2-1, c'est plus rattrapable, et que maintenant, il y a un effet médiatique, et du coup, même, on le sent, un effet... Moi, je n'avais pas senti dans cette Roma au début du match. J'ai commencé par regarder un petit peu le Barça, et ensuite, j'ai switché très rapidement, et j'ai pas senti dans cette Roma, en fait, la confiance en elle, pourtant, de réussir à faire l'exploit. Et il faut croire qu'au fil du match, ils ont finalement... acquis cette confiance-là et même cette certitude de pouvoir le faire. Après, c'est complètement mérité. On les a vus faire vraiment une super prestation et en face, un Barça qu'on a
franchement du mal à reconnaître. On se demande si même, finalement, ces qualifications à ce niveau-là, et d'ailleurs, ça va faire la même chose pour City, on est toujours à remettre en cause ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a pu comprendre des matchs précédents. Et là, on se dit, la Roma en Serie A, elle est franchement pas époustouflante. Est-ce que du coup, on avait mis dans notre tête un peu trop loin le fait qu'ils avaient écrasé Chelsea, je pense 2 ou 3-0. 3-0. Enfin, est-ce qu'on avait un peu oublié ça et ces performances-là? Parce qu'à un moment donné, tu définis quand même une équipe. Là, on est en fin de saison. On a quand même défini une équipe, ce qu'elle est capable ou ce qu'elle n'est pas capable de faire. Mais en même temps, cette équipe, Julie, c'était sa toute dernière cartouche. Et elle n'avait absolument rien à perdre. Je crois même qu'il y avait beaucoup de supporters de la Roma qui avaient plutôt la tête au derby de ce week-end qu'à ce match qui était considéré comme perdu. Moi, je veux rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant, mais en même temps, on peut regarder les choses différemment. On parle d'une coupe. C'est un match aller-retour. Il y a des réalités qui sont les réalités de ce soir. La réalité de ce soir, elle a un impact sur le jugement que tu as sur l'année. Ouais, mais c'est justement un match aller-retour. Il est là le problème. Et tu te dis au match aller, tu as vu un Barça très mauvais, tu te dis c'est impossible que ce Barça, bien sûr, tu te le dis. Et tu refasse la même chose, les mêmes erreurs au match retour. Et comme je me suis trompé, parce que encore une fois, on est aujourd'hui dans un football enfin dans le football moderne, mais tout sur la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, City est champion, ça va être sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est pas considéré comme un exploit. Le Barça est champion quasiment, c'est presque acté. Ça sera acté très vite. Le PSG aussi, mais c'est des clubs qui, ces 3-là, sont jugés mal par rapport au fait qu'ils ne vont pas gagner la Ligue des Champions, vu que ces 3 clubs champions de leur pays et qui ont écrasé leur championnat sont déjà out avant même les demi-finales. Donc tu te retrouves à juger une saison entière, donc 60-70 matchs, tu ramasses la coupe, la Ligue des Champions, en général il y a une deuxième coupe dans beaucoup de pays et un championnat, et tu te places sur une confrontation aller-retour qui se passe comme ça. Et je vais même aller plus loin. City, aujourd'hui, qui perd de nouveau à domicile, tu peux dire qu'elle a perdu cette double confrontation sur 20 minutes à l'aller. Voilà, 20 minutes à l'aller où elle a perdu la tête, et elle a pris 3 buts, et c'est le football, il faut accepter ça. Il faut accepter de se demander s'il est légitime de juger une saison par rapport à 20 minutes ou par rapport à un seul match qui est un match de coupe. Moi j'aime bien ça, moi j'adore ça. Moi j'aime avoir des nouvelles équipes, j'aime avoir un peu de suspense, je suis content que ça soit le cas, je suis triste même qu'on ait fabriqué des poules pour éviter ça, je voudrais même militer pour une formule intégrale en coupe comme c'était le cas dans les années 80, et qu'on ait des matchs comme ça, plein de tensions, de surprises, parce que ça ouvre la porte à la réalité du moment, la réalité de 20 minutes, et non pas forcément quelque chose sur lequel il faut faire des grandes théories en se disant finalement ce Valverde, machin, Guardiola est nul, le Klopp est meilleur, ça. C'est très difficile de ne pas le faire, je suis bien d'accord, mais quelque part, je suis un peu convaincu de ce que je dis, quoi. Voilà, donc pratiquement, encore heureux, hein. Encore heureux, cher ami, il est un peu convaincu. Mais cela dit, les amis, pratiquement 1 an après la fameuse remontada qui t'a fait si mal l'année dernière, Julie, on s'en souvient. Il y a je prends le titre de chez l'équipe, la Romatada, voilà, pour l'équipe du FC Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Barça a été super tout au long de la saison. Là, sur un non-match, voilà, le Barça. C'est peut-être à mettre le truc le plus. Voilà. C'est peut-être à mettre en parallèle avec le parcours du Real, parce qu'on a l'habitude de comparer ces deux équipes. Le Real qui, dans une première partie de saison, bafouille un peu son football, perd beaucoup de points, se retrouve largué en championnat, et aujourd'hui a l'air supersonique. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être très compliqué de faire 10 mois de suite au même niveau. Voilà. Le Barça, qui a d'ailleurs dominé le Real à l'aller, si on se rappelle du match aller du Classico, et qui a gagné le championnat dans les phases allées, globalement. Aujourd'hui, ils vont gérer leur avance. Voilà, ils vont gérer leur avance. Et Zidane s'est fait taper dessus, le Real s'est fait taper dessus, et aujourd'hui ils sont 3e, ce qui n'est pas brillant, mais globalement ils sont plus en forme aujourd'hui que le sont leurs adversaires Non mais il y a d'autres choses. Non mais il y a d'autres choses. Pour revenir sur ce truc, tu vois, quand je me dis par exemple, en fait depuis le début de la saison, on a peut-être sous-estimé le fait que le Barça n'a effectivement probablement pas un banc pour gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on le dit depuis toujours, c'est vrai que ça se gagne avec un banc, et qu'à un moment donné, quand tu vois les joueurs qui rentrent, les changements qui sont faits aujourd'hui pour le Barça, tu te dis ça n'a effectivement pas le niveau. Si tu veux juger les bancs des 4 équipes, il y en a 2 qui sont qualifiées officiellement
officiellement 2 autres qui sont globalement très attendus en demi-finale. Oui, mais peut-être que justement, il y a une équipe qui a un banc. Il y a une équipe qui a un banc. Oui, non, mais il y a une seule équipe qui a un banc extraordinaire, c'est le Real, parce qu'ils peuvent faire rentrer Asensio, ils peuvent faire rentrer Vasquez. Il y a du Bale qui joue pas. Il peut faire. Mais autrement, Liverpool ne parle pas du banc de Liverpool, ne parle pas du banc de la Roma. Même les 11 sur le terrain de la Roma, ils sont inférieurs aux 11 qui sont en face. Voilà, je veux bien. On théorise sur pour gagner la Ligue des Champions, il faut. Il faut être en forme au bon moment, il faut être capable de se surpasser, il faut mettre du cœur. On a l'impression que les Barcelonais ont pris le match un peu à la légère, se sont reposés sur leur laurier et ont pris ce défi, comme d'ailleurs toute la presse et même nous d'ailleurs, comme une formalité d'aller se promener à l'Olympico. Et il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Il y a eu beaucoup de grinta. Moi, je pense que ça peut pas être ça. Je pense que vraiment les joueurs barcelonais ont pas pu se dire en allant là-bas, ça va être une promenade de santé quand ils ont vécu le match aller. Ils s'en sont bien rendus compte au match aller qu'il n'était pas bon. Ils s'en sont bien rendus compte que le score était grossi. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas y aller en se disant ça. Il est grossi, ça veut dire que l'explication, elle est ailleurs. Il est grossi, mais il est fait. Écoute, moi je vais mettre un parallèle entre Barcelone et l'élimination de City, si tu permets. C'est qu'on a quand même l'impression que c'est des équipes. Parce que, justement, et je te laisse la parole, mais est-ce que vous avez prévu à un moment ou à un autre de parler de la Roma ? Il faut qu'on parle aussi de l'AS Rome, de l'exploit de la Roma, l'exploit du héros de l'AS Rome qui devait partir en janvier, Dzeko qui a été jeté par Manchester City, de l'exploit aussi d'un autre joueur jeté par Manchester City pour 5 millions d'euros, Kolarov, et qui a fait un match exceptionnel. Moi, je voudrais bien parler de la Roma quand on parlera de Liverpool en même temps. Ok. Alors, 2 choses. La première, c'est qu'on a quand même l'impression sur ces 2 équipes, c'est quand même ça le coup de tonnerre aujourd'hui, pas ce soir, mais sur ce tour de quart de finale. C'est l'élimination de 2 favoris. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Liverpool, mais devant City, c'était une surprise. Et c'est l'outsider qui est passé. Mais on a quand même l'impression que ces 2 équipes qui sont un peu comme des Formule 1. Voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu de courses de sport mécanique ou de moto, par exemple. Alors là, non, mais par exemple, il va pas parler de la Roma, mais il va même pas parler de football. Voilà. Donc là, on a affaire à des bolides. Mais par exemple, quand ils calent, on peut pas les redémarrer. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé au départ au départ de la course avec Marquez qui a calé, il a fallu pousser. On a l'impression que dès que ça se dérègle, il y a beaucoup de mal à remettre les choses sur les rails. Voilà, c'est des équipes qui sont tellement City reste quand même sur 3 défaites d'affilée. Oui, mais City qui n'avait perdu qu'un match, le dernier en Ligue des Champions, parce qu'ils étaient déjà qualifiés et ils ont balancé ce match. Enfin, ils ont perdu contre Liverpool en championnat aussi. Oui, ils perdent 4-3, si je ne me trompe pas. Avant la fin de l'année. D'accord. Tu as quand même l'impression que c'est des équipes où un grain de sable vient enrayer quelque chose qui est tellement précis et qui se déroule tellement qu'on a du mal à le remettre sur les rails. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir quand on regarde Liverpool, tu as l'impression que tu peux prendre un but et puis tu vas essayer, tu as l'habitude. Ils sont habitués. Voilà, tu es là-dedans. On a cette impression-là. Maintenant, tu as raison, il faudrait parler des équipes qui sont qualifiées. Mais c'est vrai. Et de Dzeko, ce super-héros, Edin Dzeko qui a fait vraiment le match de sa vie. Mais pas seulement, est-ce que vous avez vu les... Il a porté avec, bien sûr, De Rossi aussi. J'adore ce bonhomme en plus. Ouais, mais c'est l'âme du club. Et d'ailleurs, il a égalé ce soir le nombre de Totti en match disputé en Ligue des Champions. Ben, lui, c'est le patron. Mais, regardez, mais techniquement, au niveau de l'efficacité, ça a été Dzeko. Moi, je vais être, on va être clair. Moi, je regardais Liverpool quand ils ont marqué quand Salah a marqué. Voilà, tout le monde. Voilà. Ouais, on a clair parce que tout le monde a fait la même chose. On a zappé, c'était à 2-0, il rajoute le 3e. Et qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a l'image populaire qu'on a en tête d'une équipe italienne qui est en train de faire un résultat inespéré et qui va fermer. Mais pas du tout. Regarde le pressing haut, on a trouvé 4-5 joueurs de la Roma qui gênaient la relance du Barça. Ils sont restés très très haut jusqu'à la fin du match. Et finalement, ils ont concédé très très peu d'occasions. Effectivement, le score du match aller était gonflé. Celui du match retour, il est peut-être aussi un petit peu gonflé parce que si tu regardes bien ce qu'ils ont fait, ils ont tout réussi avec le maximum de réussite et ce grain d'irrationnel qui arrive dans ces matchs à élimination directe qu'on accueille à bras ouverts. Voilà donc le FC Barcelone qui est sorti de cette Ligue des Champions au stade des quarts de finale comme l'année dernière. Et en fait, le parcours du Barça ces 2 dernières saisons n'a pas été franchement glorieux, excepté cette parenthèse du Paris Saint-Germain, parce que tout de même, ils avaient perdu à l'aller 4-0. Et là, tout au long de leur parcours, là, que ce soit cette année ou l'année dernière, ils n'ont pas été vraiment... Le Barça n'a pas été impérial. Non, on n'a pas été à la hauteur de sa réputation, en effet, même si, d'un point de vue très personnel, je les trouve quand même meilleurs cette saison-là que la saison dernière. On avait l'impression que
Je sais pas. Bon, bref, en tous les Il faut cas. être honnête, excuse-moi, je te coupe, mais tu vas rebondir là-dessus. Moi, j'ai entendu pendant toute l'année des gens dire ce Valverde a fait un Barça beaucoup plus solide, moins spectaculaire, mais plus solide. Moi, c'est ce que j'ai entendu par rapport à Luis Enrique. Mais c'est pour ça que je te dis, je t'ai dit au début de la chose, à un moment donné, c'est pas possible, on s'est trompé quelque part. Parce qu'on nous aussi, on l'a dit ici. Et c'est vrai qu'il paraissait beaucoup plus solide. Et honnêtement, en Liga, il l'est. Et le Barça, pour la première saison, Julie, le Barça pour la première saison avec Guardiola a réussi le triplé Ligue des Champions, Coupe et Liga. Avec Luis Enrique, ça a été la même chose, et tout le monde espérait que cette première saison aussi. Non, moi j'espérais pas ça. En fait, j'espérais pas ça. En fait, non, mais en tout cas, tout le monde espérait du côté des supporters du Barça qu'il fasse aussi bien, qu'il fasse aussi bien. Voilà, c'est une énorme niche. C'est le plus grand stade du monde, quand même, le FC Barcelone. En tout cas, c'est une niche à laquelle tu appartiens, donc forcément, elle te paraît plus. Liverpool, les amis, Liverpool. Avec ce début de match et une ouverture du score catastrophique de Jésus dès la deuxième minute, avec quelques franchement erreurs d'arbitrage, et d'ailleurs Pep Guardiola a tout de suite fustigé l'arbitrage de son compatriote. J'ai pas compris. Voilà, je sais pas de quelle erreur d'arbitrage tu parles. Du but, le but est valable, hein, il est refusé. Il est refusé. Bon, ça arrive. J'ai pas envie de. Moi, je trouve que c'est 2-0 à la mi-temps. Ouais. La donnée, elle change quand même. Ah oui, non, mais si tu veux faire une liste, une liste d'erreurs d'arbitrage, y compris pour le Barça, on peut faire une belle émission. Non, je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas déterminant, parce que tu te retrouves devant quoi ? Tu te retrouves devant un entraîneur. J'ai pas compris sérieusement sa réaction. Oui, il y a une erreur d'arbitrage sur le but en tout cas. Oui, il aurait dû être accordé. Non, il l'a pas été. Tu as encore 45 minutes. Tu es quand même en train de faire une mi-temps où tu étouffes Liverpool. On n'a jamais réussi. Lui, il était en train de faire rien du tout. Il a été expulsé. Justement, c'est à cause de cette réaction. J'ai pas compris pourquoi il a pas réussi à maîtriser un peu ses nerfs. Parce que globalement, regarde la première mi-temps de Liverpool, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à trouver ça à la rencontre. Oui, mais je pense que. Et c'est la première. C'est la mi-temps qui remet l'équipe sur les rails. Je pense que le problème, c'est que la mi-temps, après le but marqué vraiment très rapidement, en fait, la mi-temps et cette domination-là, elle est stérile. Non, elle n'est pas stérile, il y a des vraies occasions. Il y a des vraies occasions, mais qui ne rentrent pas. Oui, il y a des vraies occasions, mais qui ne rentrent pas. Et je pense que c'est ça, c'est de cette frustration-là qu'elle naît. Parce qu'effectivement, sur les deux matchs, il y a aussi une autre erreur d'arbitrage sur le but de Salah qui était franchement hors-jeu. Non, j'ai pas vu l'hors-jeu. Et le but qui a été validé. Donc, effectivement, c'est pas pour ça que City a perdu, mais il y a eu des... Non, mais franchement, il y a eu des erreurs d'arbitrage. On parle de foot, on parle d'une équipe qui en a pris 5. Le score du match cumulé, c'est 5-1. C'est facile à dire après. Non, mais toi aussi, c'est facile à dire après. Non, mais c'est facile à dire, mais tu sais que les matchs changent, Reda. Oui, mais 5-1. Tu as pris 5 buts, tu en as marqué 1. Parle-moi d'arbitrage. Tu vas pas prendre 5, si tu en mets 2, si tu mènes 2-0. 5-2, non, mais la donnée, elle change. Effectivement, il y a ces erreurs d'arbitrage, mais qui n'expliquent pas. Elles sont là, les erreurs d'arbitrage. Comme l'erreur, par exemple, sur Manchester United, sur le penalty là, contre le Kun Agüero. C'est même pas un penalty, c'est un attentat, et l'arbitre ne le voit pas. Pour moi, déjà, alors pour commencer, ça a été déterminant, mais c'est parce qu'il. Oui, non, pour moi le penalty sur Kun Agüero, il est tellement plus visible que ces espèces de mains qui doivent être volontaires et que vous comptez comme des erreurs d'arbitrage. Deuxièmement, je pense sincèrement que sur une confrontation aller-retour, il y a 4 buts d'écart à l'arrivée, il faut parler un petit peu de football et lever le pied sur les explications un peu démagogiques que vont livrer les gens qui ont envie de détourner l'attention. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que Liverpool a étouffé City à l'aller. Sur 20 minutes, et que City n'a pas trouvé les clés pour se remettre sur les rails, qu'ils ont réussi à se remettre sur les rails au match retour en première mi-temps, ça avait continué comme ça aurait été très compliqué pour Liverpool de continuer à résister. Tu prends un but à la première minute, tu concèdes un poteau, tu prends l'eau de tous les coups, tu n'arrives jamais à remonter le ballon. Salah, on le voit pas. Firmino, la deuxième mi-temps, sur la seule du match aller, la deuxième mi-temps du match aller, elle est déjà ultra dominée, et ils s'en sortent et ils résistent. Et c'est là où il faut parler un petit peu de cette équipe qui était connue quand même pour Liverpool. C'est une équipe qui menait 3-0 à Séville, qui en a pris 3. C'est une équipe qui menait 3-0 contre City et qui a gagné 4-3 de justesse en championnat. C'est une équipe qui était supposée avoir une attaque flamboyante qui va très vite, et derrière un espèce Mais qu'il l'a eu une première partie de saison, et c'est pour ça que les enseignements de la première partie de saison, ils valent plus rien. Oui, voilà. Ils valent plus rien à un moment donné. Parce qu'il y a eu des recrutements, parce qu'il y en a eu un. Van Dijk est hyper important. Il y a un truc ultra important au niveau de cette lacune de Liverpool, c'est l'arrivée pour plus de 80 millions d'euros, je pense même 90 millions de livres, Virgil van Dijk. De Van Dijk, le défenseur de Southampton. Et vous savez que depuis qu'il est arrivé,
depuis qu'il est arrivé en tout cas, et avant le match de ce soir, sur 14 matchs, 9 clean sheets. Ce que Liverpool n'a jamais fait. Mais il n'y a pas que... Le gars, mais tout seul pratiquement, Reda. Il a donné, et le changement de gardien aussi. Oui, mais moi, non, mais pas tout seul, probablement qu'il doit avoir, et d'ailleurs on le sent un peu, probablement qu'il doit avoir un charisme, une aura, que ça fonctionne, voilà. et que ça fait un bloc beaucoup plus compact. Et en même temps, si on parle beaucoup de la défense de Liverpool, qui quand même a subi, voilà. Tu as raison, le retour du match, le deuxième mi-temps du match aller, la première mi-temps du match retour, et dans ces deux grosses phases offensives de l'équipe de Guardiola, donc qui joue au ballon, qui cherche les espaces, qui manie, et ben dans ces deux grosses... Dans ces 45 minutes de premier match, 45 du deuxième, vraiment ils prennent qu'un seul but. Alors moi je veux bien à l'arbitrage, tout ce que tu veux, mais globalement, il y a un manque d'efficacité et il y a également quelque chose qu'il faut signaler. Non, je pense que tu as complètement raison quand tu parles du grain de sable en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ces équipes-là ne savent pas réagir face à une opposition comme celle qui est... Et peut-être qu'on va arriver à se ressortir d'explications, parce qu'encore une fois, pour expliquer ce qui s'est passé, on a beaucoup de mal. Moi, le premier, on propose des pistes. On va peut-être arriver à l'équipe qui se promène en championnat. Voilà, l'équipe qui se promène en championnat, qui a devant elle une opposition un peu surprenante. C'est l'explication qu'on sortait beaucoup pour le PSG, en disant ils ont une ligue trop faible pour être aguerris au rude combat d'avril. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ce qui est du coup pas le cas des autres. Donc c'est pas forcément une explication. Peut-être qu'on peut proposer aux téléspectateurs différentes explications et ils votent. On peut. Ben déjà, il n'y en a pas une seule, il y en a forcément beaucoup. Tu sais que le football génère une littérature, un niveau de débat qui est unique dans tous les sports. Il y a des sports qui sont parfois, dans certaines parties du monde, plus populaires que le football. Je pense au sport américain quand tu vis là-bas, etc. Mais qui, en même temps, sont beaucoup plus simples à analyser. Je dirais, parce qu'il y a plus de statistiques, les performances sont plus claires. Là, on est en train de parler, en cherchant des explications de quelque chose qu'on vient de voir et qui, si on rejoue demain, peut se reproduire différemment. Voilà, on le sait tous. Ou alors, on a une autre option, qui est de se dire que cette équipe de Liverpool apporte beaucoup de fraîcheur à la Première Ligue depuis l'arrivée de Klopp. C'est une équipe qui est généreuse, qui va beaucoup vers l'avant, qui apporte des matchs spectaculaires. Ouais. C'est très bien de les trouver en demi-finale. Voilà, pour moi, c'est un vrai plaisir, je ne vous le cache pas. Et c'est un plaisir aussi pour moi de voir la surprise s'inviter dans ces tours et voir l'AS Rome. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça qui fait plaisir. C'est surtout que les affiches changent, que les têtes changent. Quoi. Et pour revenir à Liverpool, c'est une équipe également qui ressemble... On parle beaucoup de l'Atlético Madrid qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son entraîneur Simeone. Pour Liverpool, c'est la même chose. Il suffit pour être encore plus convaincu de ça. De Jürgen Klopp sur cette équipe est juste impressionnant, c'est magnifique, c'est beau. C'est même plus qu'un impact, c'est une construction. Parce que quand tu regardes, moi je ne me suis pas amusé à faire l'exercice, mais on aurait pu le faire. La première composition de Jürgen Klopp, quand il arrive, on a beaucoup de changements. Et quand je parle de changements, il y a certaines petites découvertes qui ne sont pas des gros recrutements. Robertson à gauche, par exemple, le jeune écossais, Alexander Arnold à droite. À part l'arrivée de Van Dijk, Salah, quand il arrive, c'est quelqu'un qui est en demi-échec quand même. Je veux dire, que ce soit à Chelsea, à la Fiorentina, exactement. À la Roma. Personne n'attend à ce niveau-là. Il est en échec quand même. Pardon ? C'est un cadre de la Roma, il n'est pas en échec. Enfin, il est en échec parce qu'il est dans une équipe inconstante. Je pense que c'est la plus grosse montée de valeur sur les 6 mois. Il y a une montée de valeur extraordinaire. Firmino, il a fait 2 saisons avec Brendan Rodgers. Il pensait s'être trompé sur ce recrutement. Quel joueur. Mané, quand il arrive de Southampton, on sait qu'il y a quelque chose. Anderson, Lallana, voilà, ces gens-là ne jouaient pas. Milner, c'est plus une fin de carrière tranquille qu'autre chose. Emre Can, pareil, quand il est arrivé, il a passé beaucoup de temps. Karius, il n'est pas beaucoup au-dessus de Mignolet. Les gens considéraient encore que c'était pas ça. Donc globalement, ce que je veux te dire, c'est que si tu juges un entraîneur sur ce qu'il apporte à ses joueurs, il a fait progresser tous les joueurs que je viens de citer, un par un, tous, c'est phénoménal. Il a fabriqué une équipe et là où sa patte est visible, c'est si vous amusez à retourner dans vos souvenirs, écoutez le Dortmund, rappelez-vous du Dortmund de 2013, ce Lewandowski qui bat le Real 4-1, je pense, voilà, et qui donne une impression de football offensif flamboyant, généreux, avec des courses vers l'avant. Je me rappelle d'un match contre Marseille, je crois qu'il gagne 3-0, où tu avais l'impression que le terrain était en pente vers les buts adverses. Voilà, c'est un peu l'impression qu'il continue de donner, et c'est effectivement un énorme travail qu'il a fait parce qu'il est dans un environnement qui lui laisse le temps de le faire. Voilà. Et Salah, Julie, qui, une fois encore, pratiquement lui tout seul, il a sorti cette équipe de Manchester City. Il était blessé, il n'était pas certain. Et il rentre, c'est lui aussi qui plombe complètement City avec son égalisation ce soir. Ouais, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Non, mais je sais que la semaine dernière,
j'ai dit que ça y est, que je parlais d'Amine notamment qui d'un seul coup s'était rendu compte de la hype Mohamed Salah. Mais oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, on l'a jamais entendu parler depuis le début de la saison de Mohamed Salah et d'un seul coup, il nous en faisait des caisses sur Mohamed Salah. Évidemment que c'est un joueur extraordinaire et en plus, c'est un joueur géographiquement et culturellement qu'on a envie de voir briller à ce niveau, quoi. Honnêtement, c'est une partie hyper importante, je pense, de ce joueur-là et du fait qu'on ait envie de le voir à ce niveau-là. Je pense qu'il est, je sais pas si c'est ton avis, mais moi je pense qu'il est en tous les cas, on a l'impression qu'il est encore seulement au début justement de cette montée de valeur. On a l'impression qu'il peut en avoir encore, qu'il en a encore sous la patte en fait, Mohamed Salah. C'est ça qui me paraît en plus complètement fou sur ce joueur. Deux choses sur Mohamed Salah. Déjà, il y a ses progrès, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui allait très vite, on le savait, qui a appris à finir ses actions, qui techniquement a fait des progrès phénoménaux et qui aujourd'hui porte l'équipe. Déjà, je pense qu'il est deuxième au buteur européen. C'est fait. Maintenant, si on parle extra foot. En fait, j'aurais du mal à dire qu'il porte l'équipe. Parce que je trouve que dans Liverpool, en fait, justement, c'est ça qui est assez fou. C'est que vraiment, je vois cette équipe comme un bloc d'une unité assez folle, sans vraiment un joueur en particulier qu'on devrait désigner et qui serait celui qui porte l'équipe. Juste une chose sur l'extra sportif, quand on a grandi de ma génération, qu'on a eu l'habitude d'avoir un avant-centre égyptien qui s'appelait Hussam Hassan, c'est quand même plus agréable d'avoir un Mohamed Salah. Sincèrement, il est plus facile à aimer que le premier nommé. Et ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle. Exactement. Bon, les amis, avant de terminer cette première partie, bien sûr, de le club, on va revenir dans la seconde sur plein d'autres choses. Je vais donner un carton jaune. J'ai oublié les miens à la maison, mais je te donne un carton jaune virtuel, Julie, pour tout simplement, pour t'être attaqué à ton collègue, mon cher Amine Rahmouni, en son absence. Qui n'est pas là pour se défendre. Donc tu mérites, lui qui a souvent écopé de vrais cartons. J'expliquais, parce que j'avais bien compris que tu me parlais de Mohamed Salah pour revenir donc, sur le... je ne voulais pas viser Amine, je m'en excuse. Tu as mérité ton carton, en tout cas. Les amis, on se retrouve dans un très court instant pour la seconde partie du club. On va parler, bien évidemment, des rencontres prévues ce mercredi qui restent très ouverte malgré la victoire du Real Madrid à Turin 3-0 et la victoire du Bayern 2-1 à Séville. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club qu'on va consacrer notamment au match de ce mercredi. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure tellement on était bien sûr porté par cette sublime joie pour les supporters de la Roma et cette terrible désillusion pour ceux du Barça, de l'élimination du Barça, que vous pouvez nous suivre bien entendu sur les réseaux sociaux à travers le hashtag club, sur Twitter, sur Facebook et que vous pouvez suivre également. Et vous êtes nombreux à le faire déjà, vous ne m'avez pas attendu, l'émission sur le Facebook Live. Après le sévère 3-0 infligé à la Juventus sur sa propre pelouse par le Real Madrid. Le Real, bien sûr, part... J'ai du mal maintenant à parler, à dire que le Real part largement favori, mais bon, il est favori, le Real Madrid. Mais pour notre consultant, notre ami Simone Rovera, lui, il reste lucide. Il ne croit pas vraiment à un retour de l'équipe de la Juventus sur la pelouse du très expérimenté. Parce que le Real Madrid a beaucoup plus, je pense, d'expérience à gérer ce genre de situation que le Barça. On a l'impression que le Real Madrid est capable de gérer ses temps faibles. Voilà, exactement. Le Real Madrid, parfois, il passe par 10-15 minutes où il est un peu ballotté. En général, il peut prendre un but éventuellement, mais il ne s'effondre jamais. Si vous regardez bien, la physionomie des matchs du Real, c'est temps faible. Ils s'en sortent avec très peu de dégâts. Contrairement au Barça, très peu de dégâts. Qui a perdu 4-0 à Paris et 3-0 là à Rome. On va retrouver justement en Italie notre consultant Simone Rovera. Il ne croit pas à l'exploit, mais il dit pourquoi pas la Juventus peut gagner, ne serait-ce que gagner et un petit peu sauver son honneur au stade Santiago Bernabéu. Simone. Il faudrait bien plus qu'un exploit. Sportivement, on peut croire que tout est possible dans le football. Après, il faudrait vraiment une série de circonstances incroyables
Mais Massimiliano Allegri l'a bien expliqué, la Juve est obligée d'y croire par son histoire, par son palmarès, par ce qu'elle représente dans le monde. Et après, des épisodes peuvent arriver dans le football et changer entièrement le cours d'un match. Et c'est pour ça que la Juve va aborder ces matchs avec tous les meilleurs joueurs possibles, avec un visage très offensif. Au final, perdre 2-0, 3-0, même au match retour, ça changera rien. La Juve a les devoirs et l'ambition d'aller chercher ou quand même de bousculer un peu l'adversaire, de remettre un peu en question cette qualification. Et donc, on verra un Juve avec les meilleurs visages offensifs possibles. La Juve va à Madrid, va pas en vacances, elle va à Madrid pour gagner un match. Après, la qualification, il faudrait vraiment une série de circonstances presque impossibles, mais impossible, c'est dans le vocabulaire des supporters de la Juve et de ses dirigeants, ça n'existe pas, donc ils vont là-bas pour jouer et gagner un match. Voilà, impossible n'existe pas pour les supporters de la Juve et de toute façon, ils n'ont qu'à suivre l'exemple de l'ennemi juré, l'équipe de l'AS Rome ce soir. Le Real Madrid sera sans Sergio Ramos, bien sûr, qui lui est suspendu. Raphaël Varane doit être lui le patron de cette défense du Real Madrid. Varane qui estime que cette saison, l'équipe du Real Madrid peut viser ce titre et une 3e couronne d'affilée pour le Real Madrid en Ligue des Champions. On écoute Raphaël Varane. Non, moi, ma préparation du match, elle ne change pas. Ce qu'on attend de moi, c'est d'être performant, d'être bon. Après, mon rôle, voilà, j'ai ma personnalité, je sais je sais guider mes partenaires, je sais donner aussi de l'allant à l'équipe. Après, dans la préparation, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut, ce qu'on attend de moi, c'est d'être performant. Après, je ne vais pas me transformer en un joueur qui va d'un seul coup aboyer partout et crier pour ramoter les troupes. Je vais le faire avec ma personnalité, mais comme d'hab. Et voilà, c'est important, c'est que mes coéquipiers puissent compter sur moi. Voilà, tel que je suis, et je vais pas changer. Et ce qu'il faut, c'est surtout être performant plus que changer quelque chose de ce que je fais. Bon, voilà, comme c'était donc écrit sur le synthé, le fardeau du favori pour le Real Madrid. Y a-t-il, et là je suis en train de lire, un risque de remontada italienne, une deuxième? Bien sûr. Oui, il y a des Merci, risques. au revoir. Non, mais il y a des risques de pluie même dans le plein désert au mois d'août. Si tu vas par là, oui, mais en même temps, on a quand même l'impression, c'est ce que je disais, on a quand même l'impression que ce Real, il offre des garanties. On a l'impression qu'il est capable de faire le dos rond. Bien sûr, la Juve peut faire un bon match. Bien sûr, même elle peut passer. Ça serait un miracle, mais pourquoi pas. Mais en même temps, on a l'impression que ce Real est armé pour résister à peu près à toutes les intempéries et frapper quand il veut frapper. Voilà. C'est l'impression que je garde de cette équipe, en tout cas dans cette version cette année. Et même l'année dernière, une équipe qui est capable de faire le dos rond et qui sort en fin de match, qui écrase physiquement son adversaire et qui frappe. Mais quand elle veut frapper, voilà, c'est en tout cas l'impression que j'ai. Pour moi, c'est la Real version Zidane, il est comme ça, quoi. Julie? Pour moi, c'est vraiment un rouleau compresseur. Enfin, moi, il y a vraiment, selon moi, pour répondre à ton synthé, il y a zéro risque de remontada italienne. Attention. Je le sens. Bah, tant pis, il faut bien faut bien y aller quand même parfois. Non, franchement, pour moi, il y a vraiment zéro risque, d'autant que je crois que en fait, ce qu'il a manqué au Barça ce soir, c'est vraiment le coup de génie de Lionel Messi, à qui on se réfère à chaque fois et qui aurait pu complètement faire basculer le Stadio Olimpico dans le sens inverse en quelques secondes en fin de match. Et pour moi, Cristiano Ronaldo, en revanche, il est là à chaque fois, quoi. Il l'a démontré depuis le début de cette saison, toute la saison dernière, on l'a pas dit, toute la saison d'avant. Ouais. Mais on va pas aller jusqu'à attribuer le ballon d'or à Cristiano Ronaldo ce soir, parce qu'il reste une Coupe du Monde. S'il n'y avait pas la Coupe du Monde, là, ça aurait été... Il y a quand même peu de chances que le Portugal gagne. Encore que, on ne sait plus. Sans parler du ballon d'or, je ne suis pas très fan. Par contre, on peut noter quand même que Messi... Et à part la défaite du Barça collective, c'est aussi une défaite personnelle parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans ce tour-là, tu as Ronaldo qui s'est illustré, qui a porté son équipe sur cette victoire extraordinaire à l'aller. Tu as même un bonhomme qui monte comme Mohamed Salah qui a quand même marqué à l'aller et au retour. Et en face, tu as Dzeko qui s'est révélé alors qu'on l'avait oublié. Enfin, on l'avait oublié. On a l'impression qu'il était sur le déclin. Et tu as Messi qui a un peu loupé son match et qui n'a pas su enclencher la vitesse supérieure par rapport à une équipe qui semblait à leur porter, en tout cas sur le
papier, en termes de qualité de défenseur devant lui, c'est ça. On Donc disait on peut dire ça aussi. au soir du tirage au sort, c'était le tirage parfait, pour Oui. que tout le monde voulait croiser la Roma. Mais c'est bien. Moi, je te promets que je célèbre ce soir le football et l'imprévu et l'irrationnel et également l'inanalysable. Parce que si les favoris gagnent tout le temps, et j'ai l'impression quand même, tu me parlais des supporters du Real et des supporters du Barça, ils ont ça en commun, qu'ils estiment qu'ils doivent gagner tout le temps. Voilà. Eh ben, alhamdoulilah, c'est pas le cas. Après, si on en revient quand même à un peu de réalisme, c'est vrai que, alors effectivement, je pense que sans Sergio Ramos, c'est un petit peu compliqué. Avec Raphaël Varane en patron, ça l'est encore plus à mon avis, parce qu'il n'a pas encore cette carrure-là. Moi, je ne lui sens pas venir. Il n'y a ni Sergio Ramos ni Nacho, donc c'est là ce qui rend la tâche un petit peu plus compliquée. Peut-être un Casimiro qui va revenir un petit peu en dehors en de arrière. ça, on n'a jamais vu sur le match aller la Juve capable de faire quelque chose. Honnêtement, on l'a vu quand même affaibli, en difficulté. Non, mais pire que ça. On a même eu l'impression qu'ils ont déposé les armes. Voilà. Ouais, l'esprit. C'est-à-dire c'est aussi peut-être une fin de cycle quand même pour l'équipe italienne. On sait que l'entraîneur Allegri ne va pas rester. De toute façon, il a rajouté cette saison parce qu'il a été terrassé par la défaite de Cardiff en finale de la Ligue des Champions. Une défaite voilà, exactement, qui a fait très très mal. Et qui a fait du mal, il faut le dire aussi au vestiaire, parce que maintenant on sait ce qui s'est passé dans le vestiaire. Ouais. On sait qu'il y a eu des graves clashs entre des joueurs, en particulier Bonucci et entre-temps est parti. Oui, celui qui s'est bagarré avec lui, Dani Alves aussi est parti, puisque c'était les deux protagonistes de ce clash. Et effectivement, ça me rappelle un peu peut-être cette défaite de Emery qui l'a marqué, qui peut-être aurait dû partir après, parce qu'on a l'impression qu'il n'arriverait pas à remonter la pente psychologique et morale et que sa crédibilité était entamée. Peut-être c'était le même cas pour la Juve, mais on va attendre le match de demain, parce que sincèrement, moi j'attends de voir ce match. Pourquoi ? Parce que je pense que le résultat n'est pas la seule chose qui compte. Voilà, la façon dont tu mènes le combat est aussi importante que le résultat du combat. Et la Juve, elle a une revanche à donner, à offrir à ses supporters. Exactement, une revanche à donner à ses supporters aussi. Reda, nous qui suivons le football depuis de très longues années, on a vécu avec la génération de la Squadra Azzurra, de Chirea, de Gentili, de Dinezov, de Cabrini, etc. La marque de fabrique du football italien et qui est incarnée par la Juventus de Turin, c'est la solidité défensive. Mais sur deux matchs contre le Real Madrid, ils ont pris 7 quand même, c'est beaucoup. Tu l'as vu 4 contre en finale et la 3. Mais si Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon, franchement, il est en train de finir sa carrière. Le meilleur défenseur aujourd'hui de l'Italie, en tout cas, et de la Juventus, c'est Benatia. Et donc ça, c'est franchement une mauvaise nouvelle pour ce football. Oui, mais parce qu'en fait, ce que tu disais sur l'entraîneur vaut en fait pour toute l'équipe. Tu as l'impression beaucoup qu'il y a eu un tour de trop, qu'il y a eu un tour de trop pour Buffon, qu'il y a eu l'élimination, on en avait parlé ici, mais pour moi, l'élimination de l'Italie, à mon avis, c'est un choc moral dont on a peut-être du mal à se rendre compte, mais qui, à mon avis, reste une empreinte un peu difficile pour eux. Et je pense qu'ils ont trop misé sur ça pour sauver entre eux une saison qui sur le plan national, va très bien se terminer. Comme toujours, a priori, mais qui est trop difficile. On sent un petit peu que le socle s'est un petit peu fissuré et que cette équipe, déjà, elle n'était pas attendue à ce stade de la compétition. Ligue des Champions, c'est Tottenham plutôt qui méritait d'être là. Il y a deux choses. Si tu parles de solidité défensive, il y a deux façons de voir les choses. Oui, la solidité défensive, déjà tu l'as vu contre Tottenham, parce qu'à partir du moment où il marque le but, tu as l'impression que Kane et Eriksen et compagnie, Son pouvaient taper sur le mur pendant 2 ans sans prendre de but. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire une autre chose, c'est-à-dire que oui, la Juve s'est plantée contre le Real en finale, s'est plantée en demi-finale, mais l'Italie a pris 4 buts en finale de l'Euro, si mes souvenirs sont bons. Enfin, l'Euro précédent. Et l'Italie a pris, je pense, un bon 3 ou 4-0 en éliminatoire, ce qui la condamne au barrage et à la sortie du mondial. Est-ce que c'est pas tout simplement l'Espagne qui est au-dessus et le Real qui est au-dessus, tout simplement, de toutes ces autres nations et de toutes ces autres équipes qui rendent leurs adversaires petits? Je sais pas, moi j'aurais bien voulu voir la Juve contre Liverpool ou contre Man City et voir peut-être que, au lieu de se dire oui, qu'il y a une fin de cycle, je suis d'accord. Non, mais ça est peut-être vrai, et puis peut-être que c'est aussi le moment de se dire que
en gros les clichés qu'on avait sur le football ou sur tu vois, les qualités qu'on prête à une équipe ou à une autre sont pas vraies entre les années 90 et maintenant et sont même pas vraies entre un début de saison et une fin de saison. La vérité, c'est que le football, c'est un peu uniformisé dans le sens où, écoute, regarde l'Angleterre, tu t'attendais à avoir du kick and rush, des grands ballons aériens et puis des déviations de la tête, il y en a quasi, il y en a plus. Mais il y en a plus, Reda, il y en a plus comme il y a plus d'entraîneurs anglais pratiquement et de joueurs anglais. Par contre, d'après les joueurs, quand ils parlent, quand on lit bien les interviews de ceux qui débarquent dans le calcio, ils continuent à parler d'un travail tactique supérieur à ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas en grande forme, mais il y a énormément de techniciens italiens un peu partout. Montella réussi. Conte, même s'il n'a pas une très bonne année, il n'est pas loin. Peut-être qu'il ne faut pas faire des grandes théories à chaque soir de Ligue des Champions. Et peut-être que la réalité se distille sur 2 ou 3 ans, plus que sur une soirée plutôt qu'une autre soirée. Mais d'après ce que je lis partout, n'oublie pas une chose, c'est que même Zidane, tu peux le ranger dans les entraîneurs italiens. Parce que en tant que formé par l'IPI, il revendique cet héritage. Donc peut-être que y a moins de football défensif, mais une science tactique qui quand même reste là, à mon avis, une des capitales de l'Europe, la place forte de l'Europe. Et il ne faut pas oublier, Reda, aussi le sacre de Leicester avec Ranieri, avec le vieux Ranieri. Si on parlait de l'autre match, de ce mercredi avec bien sûr le Bayern de Munich, auréolé de son 6e sacre, 6e titre de champion d'Allemagne d'affilée le week-end dernier, qui reçoit Séville. Séville, bien sûr, son exploit a été de sortir Manchester United, là, après une défaite à domicile de buts à 1. J'ai vraiment peur de poser la question, est-ce que c'est une formalité ? J'ai pas envie de répondre. Franchement, j'ai pas envie de répondre parce que je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais répondre aux gens demain, une fois que ce sera fait et que moi j'aurais dit évidemment que c'est le Bayern, oui, c'est une formalité. Je vais te le dire différemment. Je sais pas. Voilà, ce résultat, en tout cas, ce résultat de Rome, mais c'est nouveau, ça, a eu pour effet de bouleverser complètement cette émission. C'est magnifique. Ça fait 2 ans de suite que ces quarts de finale, 8e, nous donnent des trucs un peu improbables. Et je le répète, je suis désolé, je rabâche, mais vraiment, j'aimerais bien déclencher un grand mouvement là-dessus, mais rendez-nous ces matchs à élimination directe. Mais qu'est-ce que et j'espère vraiment, parce que dans leur mentalité, ils sont en train d'essayer de limiter les surprises, que ce tour où des favoris sautent ne va pas aboutir à une nouvelle formule. En tout cas, vous ne voulez pas vous prononcer sur le résultat. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Jupp Heynckes, parce que tel un vieux magicien sorti d'un conte, il est arrivé au Bayern de Munich en octobre et il a fait plein de miracles, notre ami Jupp Heynckes. Franchement, il ne serait pas le vieux magicien dans un conte, Il n'a pas la tête du magicien dans un conte, Mais en tout cas, il a plutôt la tête d'un méchant, en fait, Jupp Heynckes. Il n'a pas l'air, mais il a quand même une tête un peu... Mais surtout... Pareil, d'un comptable. Mais d'un comptable pas sympa. C'est 2 fois la même phrase. Bon, les amis, on va revenir parce qu'il a absolument tout changé. Excusez-moi les comptables, je rigole. Vous allez vous rappeler, les amis, dans quel état était le Bayern de Munich quand il est arrivé, quand il a succédé à Carlo Ancelotti, et où est le Bayern ce soir. Retour sur le comeback incroyable du Bayern de Munich et du vieux Jupp Heynckes dans ce sujet. À entendre ses dirigeants et ses joueurs, le succès en Bundesliga validé samedi à Augsbourg doit presque tout à Jupp Heynckes. Lorsque le président du club Uli Hoeneß l'appelle dans les premiers jours d'octobre pour lui proposer de remplacer Carlo Ancelotti, limogé brutalement après une défaite 3-0 à Paris en Ligue des Champions, la situation des champions d'Allemagne n'est guère brillante. L'équipe est 2e du championnat, avec 5 points de retard déjà sur Dortmund. Elle est 2e aussi de sa poule de Ligue des Champions, derrière un PSG que chacun regarde comme un futur grand d'Europe. Surtout, l'atmosphère dans le vestiaire est tendue, les cadres se sont rébellés contre Ancelotti et l'équipe semble ne plus avoir de ligne directrice. Heynckes, qui profite depuis 2013 de sa retraite dans l'ouest du pays, à 600 km de Munich,
hésite quelques jours, puis il se jette à l'eau par pure passion pour le Bayern, affirme-t-il, et aussi par amitié pour Hennes, avec qui il a été champion du monde en 1974. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation, le Bayern est son club, il l'a déjà entraîné 3 fois et s'est retiré en 2013 sur un fabuleux triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions, le premier, le seul de l'histoire du club. Les résultats dépassent en tout cas toutes les attentes. Le Bayern repasse en tête du championnat et creuse l'écart et finit par décrocher le titre de champion d'Allemagne pour la 6e fois de suite. En Ligue des Champions, le Bayern est de nouveau regardé comme un candidat sérieux à la victoire finale dans la compétition reine. On comprend donc la désillusion des dirigeants bavarois quand il finit par annoncer sa décision. À 73 ans, en juin, il ne se voit pas continuer et laissera la place au 30 juin comme prévu initialement. D'ici là, il peut encore remporter la Coupe d'Allemagne et surtout la Ligue des Champions pour transformer sa belle victoire avec le Bayern en une légende dorée du football mondial. Quel retour quand même de Jupp Heynckes, c'est une très belle histoire quand même. Le gars, il a 73 ans et je me rappelle quelqu'un lors de la conférence de presse, on en a vu certaines images de sa présentation, un journaliste lui pose la question, il lui dit est-ce que vous pensez être toujours à la page, ça fait 4-5 ans que vous vivez dans un village, est-ce que vous pouvez encore diriger le club et franchement, c'est réussite parfaite, comme on l'a vu dans le sujet, il arrive. Ils étaient 2e à 5 points de retard sur Dortmund. Là, ils sont, je pense qu'ils étaient 3e. Voilà. Ils étaient même 3e. Ils étaient 2e après une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Depuis qu'il est arrivé, il a battu tous les records d'ailleurs de victoires successives, même en Ligue des Champions pour le Bayern de Munich. Oui, effectivement, c'est du bon boulot, quoi. C'est du bon boulot pour un gars de 73 ans. C'est bien pour les seniors. Un petit hommage pour eux. Parce que toi, tu en parles comme si à 73 ans, on n'était plus capable de rien. Quand tu vois quelqu'un comme Luis Enrique, par exemple, qui explique que la pression est insupportable, et on peut le comprendre. Comme quand Guardiola souhaite prendre un peu de recul. Une année sabbatique. Voilà. On a du mal quand même à se rendre compte de la pression que ces gens prennent, quoi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de pression, mais je pense que quand même il faut bien se rendre compte que le contexte il n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que la presse allemande est moins dure ou moins dans l'attaque, moins dans la recherche du petit truc. Je crois pas, ils ont été très durs avec Guardiola. La différence, Julie, la différence entre par exemple l'Espagne et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, par exemple, au Bayern de Munich, tu as même ta direction qui te critique. Oui, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais sauf que lui, justement, c'est peut-être le premier point qu'il a réussi à faire, c'est à calmer tout le monde. Mais c'est parce que c'est lui, c'est parce qu'il est lui. C'est parce qu'il est lui, c'est-à-dire qu'il a. C'est des copains, ils ont fait la Coupe du Monde en 74 ensemble, et lui et Honnes. Ils ont. C'est incroyable. Mais c'est vrai, ils sont champions du monde les deux. C'est vrai. Quand ils battent la Hollande 2-1. Voilà. Et quand la Hollande marque le premier but sans qu'aucun joueur ne touche la balle. Penalty sur Cruyff, je pense. Non, il y a une cruauté dans cette, encore une fois, cette nouvelle forme moderne de la structure de l'année. Jupp Heynckes, il a remis le Bayern à sa place. En Allemagne. C'est-à-dire qu'ils sont voués à être champions d'Allemagne. Même à l'intérieur des clubs allemands, ils renforcent le Bayern. Le Bayern d'une sorte de mini-sélection allemande. Voilà. Maintenant, on peut parler jusqu'à après-demain. Si en demi-finale, il se plante, il aura fait comme Guardiola, dont on a estimé que c'était un échec. À la différence, c'est que là, il a repris un club. C'est-à-dire que c'est la première fois que le Bayern vire un entraîneur en pleine saison. Mais tu as entendu le reportage. Je pense aussi qu'est-ce que dit notre collègue. Voilà, notre collègue, que les joueurs sont rebellés contre Ancelotti. Oui. Avec Ancelotti, ils étaient en sous-performance. Voilà, cette espèce de défaite à Paris, si vous vous rappelez, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont passées qui relevaient d'un fonctionnement anormal. C'est-à-dire qu'il les a juste remis à leur niveau. Et il a redonné aussi les clés du camion au patron des vestiaires. Aujourd'hui, il y a un mouvement. Les Müller, les Ribéry, les Robben, etc. Que Carlo Ancelotti a mis de côté. Il y a un mouvement en Allemagne, je ne sais pas si Heynckes l'incarne, pas encore complètement, qui vise
à retrouver. C'est-à-dire qu'on sait que le football allemand a beaucoup changé avec l'impulsion de Klinsmann, Joachim Löw, Guardiola, etc. On est passé à un football beaucoup plus technique, à terre, etc. Et qui arrivait avec Ancelotti. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de retrouver... Tu veux dire que son rôle, c'était de déguardioliser l'équipe. Merci. Mais c'était déguardioliser, pour faire plaisir... même pas l'équipe, mais la sélection allemande. Ouais. Parce que, voilà, après on reprochait... Quand même, ouais, non, et c'est assez étonnant, parce que la sélection allemande, il faut quand même le rappeler, jusque dans 3 mois, elle est championne du monde. Voilà, championne du monde. Voilà, c'est assez étonnant, mais je lis des papiers là-dessus, sur des gens qui parlent de ça en disant, voilà, la possession, c'est rien, nous on veut des tirs glorieux, des coups de casque, et je ne sais pas quel entraîneur disait quelque chose de magnifique, ils n'en arrivent plus à trouver un invention que c'est mettre un coup de tête. Voilà. C'est vrai que quand on a grandi avec la Bundesliga à la télé, et on l'a fait... Avec Rubesch et compagnie. Voilà. Klaus Augenthaler. Ça pose la question aussi de savoir si un entraîneur allemand au Bayern est forcément, de fait, de sa nationalité, plus charismatique ou a un aura plus important qu'un entraîneur d'une autre nationalité. Je ne sais pas si c'est une question de nationalité ou c'est une question de parcours personnel. Quand le bonhomme arrive, avec la nationalité, il est le dernier. L'image du football allemand que les supporters elle a raison, Julie, parce que maintenant cette équipe, en tout cas du Bayern, les dirigeants du Bayern sont un petit peu dans le désarroi parce qu'ils ont tout fait, ils ont mis la pression sur Jupp Heynckes quand même pour qu'il reste encore une année supplémentaire. Ouais. Et là, il y a 2 semaines, il dit non, basta, là, je suis fatigué, je reviens. Il est fatigué parce qu'il se couche à 22h, c'est dans une interview que j'ai lue cette semaine. Exactement. Je ne sais pas comment il fait pour la Ligue des Champions. Mais tu sais, il jardine et tout. Et juste Reda, ouais, il adore jardiner. Ah, il jardine, je crois. Non, pas Léo. Mais le Bayern de Munich aujourd'hui, je pense, après les expériences de Guardiola, on ne va pas dire malheureuse, mais celle de Ancelotti malheureuse. Là, le Bayern de Munich va revenir au Made in Germany. Il veut prendre un entraîneur allemand. Oui. Tuchel. Oui. Comme Tuchel. Voilà. Il ne veut pas, parce qu'il veut aller au PSG, voire même à Chelsea. Et là, ils sont en train de chercher un entraîneur allemand. Il y a une question c'est un peu comme quand Zidane reprend le Real. C'est Zidane qui parle. Jupp Heynckes, quand il parle au Bayern, comme quand Zidane parle, c'était l'idole des joueurs qui l'ont vu jouer. Les joueurs de l'effectif du Bayern Munich, ils veulent juste gagner la Ligue des Champions. Voilà. Et ils ont devant eux celui qui l'a gagné en 2013. Donc tel est le secret de la façon dont son discours est perçu. En tout cas, une grande partie. C'est une question de légitimité. Plus que j'ai envie de dire, de trouvailles techniques ou tactiques. Quoi. En tout cas, une certitude, les amis, ce soir, le Barça ne gagnera pas la Ligue des Champions. Cette année, merci. Pas cette année. Normalement, merci. On présume de rien. Merci Julie, merci Reda, merci à toute remontada comme ça, dans les vestiaires. Et à notre ami Mohamed Afifi, réalisateur du club. Ce soir, on se retrouve mardi prochain. Ciao les amis.